suis très heureux de coprésider cette seconde table ronde avec la sénatrice Madame Nathalie Goulet, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté cette coprésidence. Et je remercie bien sûr à mon tour les sénatrices et sénateurs, Madame Sylvie Robert et Monsieur Pierre Ouzoulias, d'avoir permis la tenue de ce colloque au Sénat. Alors je précise sans développer que je représente ici l'association le CVUH, que j'ai présidé par le passé, Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, association née en 2005 et dans le contexte d'une loi dont vous vous souvenez peut-être, qui avait été très discutée sur la présence de la France outre-mer et sur la nécessité qui avait à un moment été supposé que les enseignants enseignent justement les aspects positifs de la présence française outre-mer. Cette association se donne pour travail justement, et ça croise complètement les enjeux d'aujourd'hui, de réfléchir et de discuter les usages et instrumentalisations de l'histoire dans l'espace public. Alors, cette seconde table ronde va avoir pour objet d'aborder la démocratisation des archives et les enjeux de leur ouverture en croisant cette fois-ci enjeux français et internationaux, passés plus anciens et passés plus récents. Nous entendrons à ce sujet successivement tout d'abord M. Bachir Benbarka, président de l'Institut Mini Benbarka Histoire Vivante, institut partie civile dans la plainte pour enlèvement, séquestration et assassinat de M. Mini Benbarka le 29 octobre 1965, plainte instruite depuis octobre 1975 et M. Benbarka évoquera en particulier la question des résistances étatiques pour donc les obstacles pour faire l'histoire de cet événement terrible que fut l'enlèvement de ce leader tiers-mondiste extrêmement important. Ensuite, Madame Fernanda Rollo, professeure à l'Université Nouvelle de Lisbonne, administratrice de la Fondation Mário Soares et Maria Barroso, qui va nous parler du rôle de cette fondation et de ses archives pour l'accès aux archives au Portugal, dans un pays qui a connu une longue dictature, comme nous le savons, sous la dictature donc de M. Salazar. Fondation qui a pour mission la promotion d'une culture civique et démocratique à partir du legs de Mário Soares et de Maria Barroso. Ensuite, donc, Madame Elisa Avilés Betegon, archiviste dans différents ministères, aujourd'hui également, et c'est le rôle qu'elle voulait que je souligne, président de l'association AEFP, Archiveros Españoles en la Función Pública, donc archiviste espagnol dans la fonction publique, qui va évoquer deux lois extrêmement importantes qui vont être discutées en Espagne, lois que l'on peut dire contradictoires, elle nous expliquera en quoi et dans quelle mesure pourquoi, une loi de la mémoire démocratique, Ley de Memoria Democrática, et une loi d'information classifiée, l'une visant à démocratiser la mémoire de ce pays marqué, comme on le sait, lourdement par la dictature franquiste, et donc par une mémoire officielle non démocratique, et une autre loi proposée, si je ne fais pas erreur, par le même gouvernement, qui vise contradictoirement, donc, mais nous commençons à avoir l'habitude de ces contradictions, à instaurer des limites justement à l'accès aux archives et à la démocratisation de cette mémoire. Et elle proposait d'intituler son intervention « Défis et perspectives de l'accès aux archives, Espagne 2022 ». Et enfin, donc, Maître François Pinatel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui évoquera la question du statut du secret, des différents types de secrets, et il prendra, entre autres exemples, la raison pour laquelle il a fallu aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, s'agissant des archives et des enjeux de l'affaire du camp de Tiaroy. Pour mémoire, très très brièvement, un massacre de tirailleurs sénégalais, comme vous le savez, ces troupes de l'Afrique subsaharienne, qui avaient été prisonniers de guerre, libérés par les troupes alliées dans le cadre de la libération de l'Europe et de la France, et qui ont, une fois rapatriés dans la banlieue de Dakar, été massacrés le 1er décembre 1944 par l'armée française et des gendarmes, après un mouvement de simple revendication de leur part concernant leurs pensions et indemnités.
Voilà, je laisse la parole tout d'abord donc à Monsieur Ben Barka. Bonjour. L'enlèvement et l'assassinat de Mehdi Ben Barka en France est symbolique de l'élimination des opposants politiques par les agents de leur propre pays sur le sol d'un État étranger, avec des complicités locales et ou internationales. Après lui, d'autres assassinats impunis ont été commis en France, visant des militants de la démocratie. Henri Curiel, Mahmoud Amchali, André Messili, du 6 septembre, pour ne citer que ces personnalités. Crimes impunis pour cause de raison d'État et ou de secret défense. C'est dire sur le combat que mène ma famille pour la mémoire, la vérité et la justice, pour dénoncer l'assassinat politique, déborde largement du simple cadre de ce qui est appelé l'affaire Ben Barka. Dans le cas précis de la disparition de mon père, on trouve réunis tous les ingrédients de la convergence d'intérêts et la complicité entre services secrets et forces de répression de plusieurs États pour éliminer un militant gênant. L'appel pour les basses besognes à des mercenaires ou des truands y est remarquablement illustré. Ensuite, la raison d'État, ou plutôt la raison des États concernés, est invoquée pour couvrir le crime et entraver l'action de la justice. Le 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka est interpellé devant la brasserie Lippe à Paris par 2 policiers français. À ce jour, près de 57 années après les faits, la vérité n'a toujours pas été établie sur les conditions exactes de la disparition de l'un des principaux responsables de l'opposition marocaine au roi Hassan II et symbole du mouvement international de la solidarité des peuples du tiers-monde. Au moment de son enlèvement, il présidait le comité préparatoire de la conférence tricontinentale qui devait se tenir à La Havane en janvier 1966. Aujourd'hui encore, des questions essentielles posées par ma famille et notre avocat, Maître Maurice Butin, qui relèvent aussi bien de notre droit inaliénable à la vérité qu'à la possibilité de faire notre deuil, demeurent toujours sans réponse. Question dont le caractère intime et familial est évident. Comment est mort Mehdi Ben Barka? Qui sont ses assassins? Où est sa sépulture? Mais aussi des questions qui nous interpellent en tant que citoyens face à un assassinat politique. Toutes les responsabilités individuelles ou étatiques ont-elles été établies? La responsabilité politique marocaine à l'origine de l'enlèvement se situe au plus haut niveau de l'État marocain et sont indéniables. Les implications et les complicités françaises et internationales au niveau des services de renseignement, outre la France, Israël et les États-Unis, sont elles aussi avérées. Les agents des services secrets marocains sont venus en France recruter une équipe de truands, aidés en cela par Antoine Lopez, agent d'Air France à Orly, mais aussi honorable correspondant du SDEC, service de renseignement français. Le SDEC, aujourd'hui de la DGSE, a suivi de très près les préparatifs d'opérations criminelles. Les différents rapports de l'agent Lopez et les notes internes de son officier traitant l'attestent. Pourtant, rien n'a été fait pour prévenir le crime, ni lorsque celui-ci a été commis, de permettre d'en arrêter les exécutants en nous fournissant à temps à la police les éléments d'information dont le SDEC disposait. Le Mossad israélien a servi de point d'appui logistique pour les services secrets marocains. C'était la contrepartie des renseignements, des enregistrements, des réunions à huis clos des chefs d'État arabes réunis au Maroc lors d'un sommet stratégique et qui lui a été fourni par le roi Hassan II. C'était aussi pour son propre compte qu'Israël souhaitait se débarrasser d'un responsable politique qui avait dénoncé la pénétration israélienne en Afrique auprès des régimes de l'apartheid sud-africain et des colonies portugaises. La CIA américaine disposait d'agents à demeure dans les locaux des services secrets marocains à Rabat et était inquiète de la tenue de la conférence tricontinentale à La Havane que préparait Mehdi Ben Barka et qui avait pour but, entre autres, d'organiser la solidarité internationale contre les agissements des États-Unis en Amérique latine et au Vietnam. Cette convergence d'intérêts à l'origine de l'enlèvement et de la disparition de mon père s'est poursuivie et se poursuit encore par une volonté commune d'empêcher la justice de mener à bien sa recherche de la vérité. Ainsi, le scandale soulevé par le crime d'État qui a fortement éclaboussé le régime gaulliste et le régime de Hassan II s'est prolongé par le scandale de la raison d'État, ou plutôt des raisons d'État impliquées, qui est invoqué pour empêcher la vérité de voir le jour. Je ne vais pas détailler ici toute la complexité du dossier judiciaire, ni tous les aspects de cette omerta collective. Peut-être qu'il y a des questions lors du débat. Cependant, voici quelques éléments qui illustrent les manifestations de la raison d'État qui aboutit au blocage quasi systématique que nous rencontrons avec les différents juges d'instruction, 11 à ce jour, qui ont eu en charge le dossier, aussi bien lors de la première plainte en 1965 que de la seconde, toujours en instruction, depuis 1975. Côté marocain, il a fallu attendre le décès de Hassan II en 1999 pour que les commissions rogatoires internationales des juges d'instruction français commencent à être exécutées au Maroc. Elles l'ont été à minima jusqu'en 2003, date à laquelle
les autorités judiciaires marocaines n'ont plus répondu. Ainsi, des témoins importants, membres du système sécuritaire, n'ont jamais été interrogés. 3 d'entre eux sont morts depuis, emportant avec eux la part de vérité qu'ils détenaient. Des fouilles ne sont pas réalisées dans des lieux ayant pu servir à séquestrer et ensevelir après leur liquidation des participants au crime qui s'étaient réfugiés au Maroc, et peut-être là où serait enterrée la tête de mon père. La raison d'État et le poids accru des sécuritaires marocains se sont totalement imposés aux apparentes velléités du début du règne du roi Mohamed VI de faire la lumière sur les violations des années de plan. Ainsi, l'instance Équité et Réconciliation n'a jamais rendu publiques ses auditions des protagonistes de la disparition de mon père et ses archives ne sont toujours pas accessibles aux familles des victimes. Côté israélien, à la suite de nombreux articles et enquêtes journalistiques faisant état du rôle du Mossad, après les interviews d'anciens responsables de ce même Mossad qui confirment cette implication, une commission rogatoire a été adressée en juin 2015 à Tel Aviv et renouvelée le 19 janvier 2017. Elle est restée sans réponse à ce jour. En 2020, nous avons appris le décès de l'un des anciens responsables des services secrets israéliens qui était chef de poste à Paris en 1965 et était concerné par cette commission rogatoire. Du côté des États-Unis, profitant du Freedom of Information Act, une requête a été adressée à la CIA en 1976. Dans un premier temps, cette dernière a reconnu posséder plus de 1800 documents au nom de Mehdi Ben Barka et s'apprêtait à nous les envoyer. Au dernier moment, s'appuyant sur un alinéa de la loi arguant de la défense de la sécurité nationale américaine, la procédure fut annulée. Une démarche similaire a été faite par Human Rights Watch en 2021, cette fois-ci sans résultat. Human Rights Watch a été faite en 2002, sans résultat probant. Une nouvelle requête a été engagée par ma famille aujourd'hui, en 2021, cette fois-ci sans même un accusé de réception. Bien qu'un certain nombre de documents concernant les activités auxquelles ont participé les services de renseignement américains dans les années 60 ont été rendus publics ces dernières années, les documents concernant mon père ne sont toujours pas accessibles. Côté français, enfin, depuis l'enlèvement et la disparition de mon père, le secret de la défense nationale, qui couvre les documents des services secrets français, a constitué l'un des principaux points de blocage de l'action de la justice pour établir la vérité. Cette persistance 57 années après les faits ne peut aboutir qu'à assurer la protection des criminels et garantir leur impunité au mépris de la vérité et de la justice. Dans un État qui se veut de droit, cela permet à la DGSE et son ministère de tutelle d'être juge et partie dans une affaire criminelle, laissant les juges d'instruction totalement désarmés. Pendant toutes ces années, le pouvoir politique, président, Premier ministre, ministre de la Défense ou des Armées, toutes tendances politiques confondues, à 2 exceptions près, a opposé un refus quasi permanent aux démarches des juges d'instruction et de la partie civile. Ou alors, en éludant la question. Et lorsqu'un juge arrive à saisir 400 pages après une perquisition dans les locaux de la GSE, la commission du secret de défense nationale prend une décision de maintien de la classification en contradiction avec son propre président qui a autorisé la saisie. Lorsqu'à la fin du quinquennat du président Hollande, on nous annonce à grand renfort médiatique la levée du secret défense sur 89 documents, on se rend rapidement compte qu'ils étaient déjà dans le dossier d'instruction depuis fort longtemps, certains depuis même le début de l'instruction. En l'état actuel de la législation, il suffit à l'État d'invoquer le secret de la défense nationale au nom de la raison d'État pour que le justiciable qui réclame son droit se voit totalement démuni et dépendant du bon vouloir du prince comme du temps de l'Ancien Régime, ce qui laisse la porte ouverte à l'arbitraire et aux promesses de circonstances. La reconnaissance par le président Macron de la responsabilité de l'État de l'assassinat de Boris Audin et ses déclarations encourageantes concernant l'ouverture des dossiers relatifs à l'assassinat de Thomas Sankara ont eu une forte portée symbolique et ont soulevé de notre part une interrogation légitime. Pourquoi pas un geste similaire dans l'enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka? Il n'en fut rien. On s'interroge pourquoi cet entêtement a refusé d'admettre le rôle de la France dans l'une des affaires les plus scandaleuses de la Ve République. Cette reconnaissance aurait eu pourtant toute sa signification et aurait permis sûrement un geste de déblocage similaire du côté marocain. Mais d'un autre côté, ces déclarations ne restent que des intentions de principe si elles ne sont pas suivies de mesures concrètes permettant aux familles de connaître toute la vérité sur le sort de leurs parents ou leurs proches et leur permettre de faire enfin leur deuil. 4 ans après la visite du président Macron à Josette Audin, qu'en est-il du dossier de Maurice Audin et de la vérité sur l'assassinat du militant anticolonialiste? La justice burkinabé a-t-elle pu prendre connaissance de tous les documents promis par le président français? Ce qui nous ramène aux questions soulevées par le collectif Secret Défense, un enjeu démocratique, sur les implications des dysfonctionnements de l'usage du secret défense sur le fonctionnement démocratique de notre société. Pour nous,
familles de victimes. Cette complicité du silence, surtout de la part d'États se disant de droit, est humainement insupportable et politiquement inacceptable. Pour notre part, nous estimons que contribuer à faire connaître la vérité dans l'enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka sera un indicateur de la capacité de l'État à assumer les dérapages de ses services et cesser de masquer les dérives de ces derniers, voire parfois couvrir les crimes commis en France par les services d'autres États. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ben Barka, et on comprend intensément l'émotion qui est la vôtre, qui est à la fois une émotion partie prenante et en même temps la distance que vous mettez en même temps pour soulever tous les points que vous avez abordés. Vraiment, merci encore. Je vais donc passer la parole à Madame Fernanda Rollo, sur la question des archives au Portugal. Bonjour, messieurs, dames. En premier, pardon par mon français. Je ne suis pas native et je n'ai jamais vécu en France, mais j'essaierai de mieux que je sais. 3 ou 4 mots d'avant. Premièrement, pour saluer cet événement. C'est très important, ce colloque Archives et démocratie. Et permettez-moi de remercier surtout Nathalie Lope pour l'organisation et pour cette initiative. Je crois que c'est un colloque avec un très important significat politique et certainement le lieu où se réalise le Sénat le souligne de quelque façon. La deuxième note pour souligner l'importance de ce combat-là, le combat pour l'histoire, le combat pour la mémoire, pour l'histoire, pour les archives. Donc pour nous au Portugal, et pas seulement au Portugal, je crois, l'expérience française et le travail que la France vient de faire sur les archives dans le passé est très important. Donc merci beaucoup. Et certainement la troisième note, c'est pour le souligner, ce cadre actuel. Il me semble quelque chose contre-courant parce qu'aujourd'hui, on a après tout un contexte très positif avec l'importance de la société, l'appropriation de la société sur les questions de la connaissance. Donc fermer, ce n'est pas la tendance, je désirais. D'autre côté, la question de l'histoire publique, le mouvement de la science ouverte et de l'accès ouvert, et même la révolution numérique. Donc, quelquefois, ça me semble contre-courant de fermer et pas de profiter des possibilités d'ouverture que sont à notre disposition. Donc, la dernière note initiale, c'est aussi pour saluer ce mouvement très important, le collectif Secret Défense. Je crois qu'on doit travailler en conjoint, peut-être pas seulement en France, Portugal, l'Espagne, c'est un exemple très, très, très important pour nous au Portugal. Nous avons cet aspect commun de la dictature dans notre pays jusqu'au début des années 70, donc nous avons des questions très, très relevantes. Et sur la Fondation Marie Burroughs, pardon parce que mes diapositives sont en anglais. Donc la Fondation a le nom de Marie Soares, elle est très connue en France quand même. Et Marie Burroughs, sa femme, je passerai ces diapositives très vite. Il y a une stratégie très claire au nom de la mémoire, au nom de la mission, de la démocratie, d'une culture démocratique. Donc pour nous, c'est très important et nous savons très bien, avec l'inspiration de Marie Soares et aussi de Marie Burroughs, notre chemin, on regarde la liberté, la démocratie, la solidarité, etc. Donc, notre mission maintenant, nous avons un programme sûrement de savoir, d'actuer, d'inspiration, une vision avec tous les services de la Fondation. Mais pour nous, cette question d'une culture civique et démocratique, c'est très important, avec les piliers qui organisent le travail de la Fondation. Et nous avons assumé sûrement, je me référerai aux archives, la question de l'accès ouvert, de la partage de la connaissance, de la culture, du patrimoine
des archives sûrement. Donc nous avons beaucoup d'activités, de partage et on veut promouvoir même cette question du partage du savoir, de la documentation, de l'information, etc., avec des expositions, d'accès aux archives, etc. Donc, quelques initiatives importantes pour les prochaines années, nommément le centenaire de Mário Soares ou l'anniversaire de la révolution au Portugal, la révolution pour la démocratie, qui a aussi inspiré la révolution en Espagne. Je dois dire qu'un des aspects très importants de la Fondation, c'est précisément la Casa Común, une maison commune qui a inauguré au Portugal, et pas seulement au Portugal, parce que c'était un exemple important dans l'Europe de partager, de numériser et partager l'information des archives Mário Soares Medeiros. Donc, vous savez que Mário Soares avait cette préoccupation, dès qu'il était très petit, de garder, de jamais détruire un papier. Donc, on a tout son archive, mais aussi des archives très importantes au Portugal, et pas seulement portugais, comme nous verrons immédiatement. Vous savez qu'il appartient aussi à Mário Soares cette initiative de coopération avec les pays qui parlent aussi portugais, la CPLP, et dans la Fondation Mário Soares, on a une action très importante pour préserver, pour numériser, partager les archives des anciennes colonies aussi. Et nous avons aussi un important archive photographique. Donc c'est une petite chronologie. Nous avons plus de 150 archives personnelles de la famille, de l'institution, pas seulement publiques, mais aussi privées, comme on comprend, avec ce archive iconographique aussi. Donc, dès le début de la seconde moitié du siècle XIX jusqu'au présent, je dis souvent, c'est impossible de faire l'histoire du Portugal, de la coopération, de la question coloniale ou de la décolonisation sans l'accès et sans consulter les archives de la Fondation Mário Soares. Partout, et parce que même Mário Soares, il a été le sujet qui, comme combattant, comme dans l'opposition, ou même comme Premier ministre, ou comme président de la République, a sûrement eu un rôle essentiel dans ces événements-là. Donc, il est impossible de faire l'histoire contemporaine du Portugal sans cette fondation, et même dans ses relations étrangères, en ce qui concerne l'Union européenne, et pas seulement l'Union européenne. Donc, c'est une liste des archives que nous avons, personnelles, institutionnelles, comme ça. Il y a aussi quelque chose qui sont surprenants. Par exemple, il a été Mário Soares avec Mário Rouve qui a créé l'Union pour les océans internationale, et toutes les archives sont aussi à la Fondation Mário Soares. Donc, des papiers de documentation sur la Première République, la dictature au Portugal, toute la question de l'opposition et des oppositionnistes, la résistance, la contre-résistance, dit-on, la question du colonialisme, de l'anticolonialisme, l'exil, la censure, les mouvements des étudiants, ou de la résistance, même la résistance dehors. Par exemple, nous avons organisé les archives de la résistance à Timor, ou la révolution des Ouyers, notre révolution pour la démocratie au Portugal, des femmes, et avec des collections de photographies très importantes, des journaux, mais aussi des collections d'art, parce que Mário Soares, il était ami de tout le monde. Il n'y a pas un artiste au Portugal qui n'était pas ami de Soares, mais aussi des collections scientifiques et des records de son, etc. Donc, l'archive personnelle de Mário Soares, il est très, très important. Il a toute sa documentation délivrée en 1996. Il est grand, il est très important. On a des conditions très intéressantes et propres pour la garder. On a 3 édifices, et on a aussi un édifice hors Lisbonne, à Leiria. C'était la maison de son père, qui était aussi un républicain, et aussi un combattant dans le début de la dictature.
L'archive, donc, tout cela est à votre disposition à travers du site de la Fondation. Donc, la Révolution, il y en a des activités, correspondances, documentation de la dictature, de l'État nouveau, de la République, etc. Et avec toutes ces photographies, il a été prisonnier 12 fois au Portugal, il a été exilé ici en France, il a été lecteur dans Sorbonne, professeur dans Nanterre, etc. Donc, c'est ce que nous avons. Nous avons aussi l'histoire, moitié de l'histoire du Parti socialiste, ou de la présidence de la République, ou de gouvernement, parce que nous avons aussi les papiers des gouvernements qui ne sont pas dans les archives officielles. Nous avons une politique d'accès naturellement de grande ouverture. Ce qu'on fait, c'est du total respect pour la législation nationale. On peut parler un petit peu, si vous voulez, sur la législation nationale. Et dans la Fondation, nous pratiquons évidemment une politique de démocratisation, d'accès à toute notre information. Donc, les instruments de fermeture sont seulement ceux qui veulent préserver l'individualité et la privacité des personnes. Et nous avons tout ce qu'on peut. Il est disponible aussi en ligne à travers de Casa Comum ou à travers d'autres sites en web. Donc, pas accessible pour le public, évidemment, la documentation sensible, la documentation périssible et surtout la documentation qui a des informations personnelles qu'on doit obtenir l'approbation des personnes, parce qu'on a aussi beaucoup des archives qui sont en dépôt dans la Fondation Marie-Soire et qui appartiennent à autres personnes, et donc on doit respecter tout cela. Donc ça, c'est les conditions d'accès aux archives de la Fondation. On a aussi évidemment des zones avec restriction, et surtout cette complémentarité, le respect pour la législation en Portugal, mais dans les associations privées ou des archives privées, on peut avoir et déterminer ce qu'on veut, mais évidemment en respectant la législation nationale. Donc c'est ce qu'on veut dans les archives au Portugal, ce qu'on veut dans les archives dans la Fondation Marie-Soire. C'est récemment la question que vous avez aussi dans tous les pays de l'Union européenne de la réglementation pour la propriété privée, etc. Et l'RGPD impose des restrictions strictes, mais notre intention, c'est de surmonter tout ce qui est possible. Donc, les lettres confidentielles, les lettres personnelles, etc., ont ces restrictions, mais tout est possible de consulter chez les archives de la Fondation Marie-Soares. Et comme je vous ai dit, il a un important corps de documentation, et même documentation sur des sujets très sensibles comme la censure ou même la question coloniale. Vous pouvez consulter Casa Comum. Casa Comum, c'est tout en ligne. Dans cette période difficile de la pandémie, Casa Comum a été très utilisé par tout le monde, et même au dehors du Portugal. On travaille aussi beaucoup dans l'histoire orale. Je crois que dans ces débats-là de l'archive, de l'ouverture des archives, on doit essayer de faire cette connexion avec les témoins, parce que beaucoup de ce qu'on dit, de ce qu'on expérimente, etc., aujourd'hui, il ne sera pas possible de connaître tout. On a aussi besoin de l'histoire orale, et celle n'a pas de restriction officielle, et à la Fondation, on a aussi des projets d'histoire orale, et avec des programmes qui font la classification de ces entrevues ou des travaux. Nous avons fait des entrevues avec tous les prisonniers politiques, les familles des prisonniers politiques, témoins des personnes qui ont été torturées dans les prisons portugaises,
la question coloniale. Nous avons tous les archives d'Amilcar Cabral. Donc, c'est ce qu'on a à la Fondation Marie-Soire et Sommelier Bourrose. Et évidemment, c'est une fondation à votre disposition et avec tout le plaisir de ce genre de collaboration. Donc, nous sommes tous joints, comme on dit en Afrique, pour ce combat pour l'histoire, la mémoire et le partage de l'information. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Je vais donc donner la parole maintenant à Madame Elisa Avilés Bettegón, qui préside cette association des archivistes espagnols dans la fonction publique. Bonjour à tous et à toutes. Et je tiens à remercier le Sénat et les organisateurs de ce colloque, et notamment Nathalie Lopez, et Jean-Philippe Legois et Olivier Letroquet, et qui ont été très gentils avec nous. Et on est très content d'être ici en représentant, et moi particulièrement, en représentant de mon association des archivistes dans la fonction publique. Et je dois m'excuser de mon français. J'espère que vous allez me comprendre plus ou moins. Et j'espère que je vais réussir à plus ou moins vous expliquer quelle est la situation en Espagne. Et dans ce domaine, c'est très compliqué de l'accès aux archives. Et comme Olivier Letroc, le monsieur Olivier Letroc vous a dit, et cette année, on a eu des projets de loi très intéressants et très importants et très compliqués aussi pour l'accès aux archives. Mais pas seulement, on a eu finalement ces projets de loi sur la mémoire démocratique et aussi ces projets de loi qui finalement, avant-projet de loi qui finalement, on espère va éliminer cette législation franquiste sur les secrets officiels. Mais en même temps, le même gouvernement, il a mis en place un groupe de travail pour changer la loi de transparence. Et en même temps, ils ont fait finalement une proposition pour adapter la directive européenne sur les lanceurs d'alerte. Alors, apparemment, on est dans une situation d'échange très intéressante. Mais je vais d'abord vous expliquer un peu quel est le contexte de l'accès en Espagne. Je vais vous rappeler qu'il y a une loi de transparence et d'accès à l'information publique qui a été approuvée en 2013. Et cette loi était très espérée parce qu'on n'avait pas quelque chose comme ça. Et on espérait d'avoir finalement une loi qui réglait tout l'accès et sans avoir une loi qui réglait l'accès pour les archives, un autre pour les documents qui se trouvent aussi à l'origine et chez les ministères ou les archives administratives. Mais malheureusement, cette loi, elle établit un accès général pour tous, pour toutes les personnes, avec des limites, bien sûr, on verra ça aussi. Mais elle établit aussi que s'il y avait une législation plus spécifique qui réglait le régime d'accès aux archives, il fallait utiliser cette législation. Ça signifiait la loi franquiste des secrets officiels d'un côté et de l'autre côté, la normative est relative au patrimoine historique. Alors les archives, ils sont restés un peu dehors de la loi de transparence. On peut l'utiliser d'une manière complémentaire, mais il faut utiliser notre décret de 2011 qui règle précisément le régime d'accès aux archives. Et en plus, on a eu les critères interprétatifs des conseils de transparence qui a laissé ça très, très, très clair. Alors là, on a un problème. De l'autre côté, on a évidemment réglé dans l'article 14 quelles sont les limites. Et parmi eux, évidemment, on a les secrets et défense, on a la sécurité nationale et beaucoup plus d'autres. Mais dans cet article, il était très clair qu'il ne fallait pas empêcher l'accès comme ça. Il fallait vraiment faire un exercice de pondération et vraiment démontrer que l'accès à ces archives, à ces documents, est porté une atteinte, un préjudice à la sécurité nationale. On ne peut pas empêcher l'accès et c'est tout. Il faut le démontrer. Il faut faire un test de préjudice et un test d'intérêt général. Ça, sur les papiers, c'est très bien, mais je vous dis, les secrets officiels, ils ne se règlent pas par cette loi. Et alors là, on a vraiment un problème.
Alors, qu'est-ce qui se passe? On a ce décret 1708 qui, apparemment, il est un peu contradictoire parce qu'il explique, d'un côté, ils disent que pour accéder aux documents qui sont classifiés comme secret officiel, on a besoin d'une déclassification préalable, et ça, c'est seulement le Conseil des ministres qui peut le faire. Mais de l'autre côté, ils nous disent qu'on peut obtenir l'autorisation administrative pour accéder à des documents qui sont tamponnés comme secrets, très secrets. Apparemment, ça n'a aucun sens. Mais pourquoi? Parce que la loi de 1968 franquiste qui réglait les secrets officiels, c'est la première loi qu'on a eue en Espagne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de documents chez les archives avec les tampons des secrets, très secrets, avant 1968. Et là, il y a eu vraiment un problème. Parce que là, il ne s'agit pas de déclassifier des documents qui ne sont pas classifiés, parce qu'il n'y avait pas la loi. Mais je vous dis déjà qu'en 2008, par exemple, je vais vous poser quelques exemples, je vais être plus ou moins vite. Si vous voulez, après, on peut parler un peu plus. Alors, en 2018, ça veut dire il y a 4 ans, chez les archives militaires, il y a eu une décision de fermer tous les documents avant 68 et pourtant pas classifiés. On ne pouvait pas accéder à ces documents, et notamment documents à une collection qui ont fait à l'époque de Franck, après la guerre civile, qui s'appelait les archives de la guerre de libération. On ne pouvait pas accéder. Et c'était étrange parce que c'était des années qu'on accédait à ces documents. Évidemment, la polémique a été très forte et on a réussi à leur faire revenir en arrière. Mais revenir en arrière signifiait qu'on pouvait accéder à ces collections précises. Pas en général, qu'il avait une décision de l'autorité du ministère de la Défense qui disait que tous les documents avant cette date de la loi de secret officiel étaient ouverts parce qu'ils n'étaient pas classifiés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En septembre 2018 et aussi en 2019 et en 2020, il y a eu 3 résolutions de la ministre de la Défense qui permettent d'accéder aux documents, à certains documents. Il y a, dans toutes les résolutions, il y a une liste très précise des documents auxquels on peut accéder parce qu'ils sont avant 1968. Ça veut dire qu'on ne peut pas accéder à tout, seulement ceux-là qui ne sont pas classifiés. Ça, d'un côté. De l'autre côté, on a eu beaucoup de problèmes aussi en 2011 et chez le ministère des Affaires étrangères. Ils ont fait un accord du Conseil des ministres secret et qui fermait pratiquement l'accès à tous les documents qui se trouvaient chez les archives du ministère des Affaires étrangères. C'était tellement général que pratiquement c'était tout fermé, sauf les relations internationales culturelles. Tout le reste, il n'y avait pas de date, il n'y avait pas aucune mention aux archives. Ça veut dire tout. On va revenir à quoi? Aux archives des Simac de l'époque des Bourbons au XVIIIe siècle. C'était rien. Et en plus, on décidait de verser tous ces documents chez les archives du ministère de la Culture. Alors là, on avait ces accords secrets qu'on ne sait pas très bien comment l'utiliser, mais on a aussi des versements incroyables qui arrivent chez les archives de culture. Alors là, vous savez, il y a beaucoup de problèmes. C'est très problématique encore aujourd'hui accéder à ces documents. Et ça, c'est plus ou moins la situation qu'on avait. En 2022, on a eu des grands succès. Je vais commencer pour ces nouveaux avant-projets de loi sur l'information classifiée qui a été présenté il y a 3 semaines par la procédure d'urgence. Ça, d'abord, c'est incroyable. On attend ces lois. On l'a attendu pendant 40 ans et maintenant, on va la présenter il y a 3 semaines au milieu de l'été. Et par la procédure d'urgence, ça veut dire qu'on a eu seulement 7 jours pour faire des amendements, la société civile. Alors nous, comme association, évidemment, on a essayé de le faire et on l'a fait comme un peu parce qu'évidemment, on était en vacances tous. Dans ces avant-projets de loi,
je dois vous expliquer que cette loi franquiste de 1968, réellement, elle n'était pas tellement utilisée. Il y a une autorité qui s'occupe de contrôler l'information classifiée chez le Centre national de renseignement. Et c'est cette autorité qui n'avait pas une loi, mais avait beaucoup de normatifs, et il avait établi très bien comment contrôler et comment gérer cette documentation. Alors, on a l'impression qu'ils ont pris tous ces normatifs et l'ont transformé dans un avant-projet de loi. Là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Par exemple, ils n'ont pas il n'y a pas une définition précise de ce que c'est, par exemple, la sécurité nationale, les secrets défense, c'est tout très, très général. Mais il n'y a pas non plus une définition de ce que c'est les documents. Ils parlent seulement de l'information comme ça. Il n'y a pas de documents. Et alors là, là, c'est vraiment très important chez les archivistes et chez tous, parce que l'information, il est d'un côté et les archives et les documents d'autre. Alors, ils n'ont pas fait cette cohérence avec la normative des patrimoines. Pas non plus avec la normative de transparence. C'est une loi qui va toute seule. On ne sait pas pourquoi, mais elle va toute seule. Alors, on a cette histoire et on n'a pas catégorisé très bien quelle typologie d'information pouvait être classifiée d'une forme légitime, mais quels sont les autres qui doivent être exemptés. C'est très général et tout le temps, ils disent on va réglementer ça plus tard. Et alors, ça reste un peu comme ça. On a aussi augmenté beaucoup les autorités de classification et quand il s'agit des confidentiels et de confidentiels, et on peut déléguer la capacité de classifier. Ça veut dire que, pas tout le monde, mais il y a beaucoup d'autorités qui ont cette capacité de classifier. Alors, comme je vous disais au début, la loi de transparence, là, il y a une procédure pour décider, pour empêcher l'accès. Ici, ils disent rien. C'est classifié, c'est classifié. Il n'y a cette histoire de démontrer que l'accès à ces documents porte préjudice à la sécurité de l'État et toutes ces choses comme ça. Mais pas seulement ça, il existe une commission chez le ministère de la Culture qui a vraiment son objectif, c'est de régler l'accès aux archives. Cette commission n'existe pas ici dans la loi. Il ne parle pas de ces commissions. Il parle d'une autre commission qui n'a jamais été créée et qui devait être chez le ministère de la Présidence, et la commission sur l'accès devait être au-dessus. Mais elle n'existait pas, ces commissions d'archives, d'elle-ci, il parle de ça dans la loi, mais pas de la commission vraiment des archives qui existe. Il n'y a aucune référence relative à les délais de conservation des documents établis par cette commission supérieure. Et surtout, il n'y a aucune mention à la gestion des documents. Il n'y a aucune mention aux archives centrales chez les ministères, par exemple. Il faut créer, il existe déjà, mais selon l'avant-projet de loi, il faut créer des unités qui contrôlent l'information classifiée, mais ils n'ont aucune relation avec les archives centrales chez les ministères. Complètement différents, c'est des schémas complètement différents. Et pas seulement ça, il y a l'obligation, cette unité qui contrôle l'information classifiée chez les ministères. Par exemple, ils doivent avoir un registre avec tous les directives et tout ce qui dit que ça c'est classifié ou pas. Mais dans le projet de loi, il n'y a aucune mention à la publicité de ce registre. Alors, on ne va pas savoir qu'est-ce qui s'est classifié. Et avant, quelqu'un qui a parlé avant moi parlait en France, on a, je ne sais pas quoi, documents classifiés. Bon, en Espagne, on ne sait pas. Et selon ces lois, on ne va pas le savoir. Alors, comment est-ce qu'on va demander l'accès à quelque chose qu'on ne sait pas s'il existe ou pas? Comment on va contrôler si on élimine quelque chose si on n'a pas l'accès à ces registres? Et ça, c'est vraiment très, très compliqué. En plus, il n'y a pas une réglementation spécifique sur la gestion des demandes d'accès aux informations classifiées. Et d'abord, il s'est seulement dit que les personnes physiques ou morales qui peuvent prouver une implication directe pourraient le demander, seulement eux.
pas en général. Il n'y a pas un système pour accéder comme ça. Ces personnes qui peuvent prouver un intérêt légitime puissent déposer des recours contentieux chez le tribunal suprême. On verra après qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais seulement ces personnes qui ont... Excusez-moi, est-ce qu'il est possible de raccourcir pour... J'ai raccourci complètement. Pardon. Si. Mais une autre chose qui nous préoccupe beaucoup, c'est qu'il n'y a aucune mention qu'est-ce qui va se passer avec ces documents avant la loi 1968, qui ne sont pas exactement classifiés. Et là, il n'existe pas rien d'information sur ces avant-projets. Et pour les documents qui ont été classifiés avant ces projets de loi, il faut aussi demander une déclassification, la même histoire. Il faut prouver un intérêt légitime et tout ça. Alors, vraiment, on change très, très peu. Et on voudrait, comme association, on voudrait vraiment obtenir que le Conseil de transparence puisse être une autorité indépendante qui contrôle tout ça. On voudrait ça pour les archives en général parce qu'on n'a pas une autorité à laquelle on peut déposer nos recours. Il faut aller à la justice, mais aussi pour ça. Et pour aller très vite, il n'y a pas de mention spécifique aussi pour la classification des documents et des informations liées à des violations des droits de l'homme. Même pas ça. Et surtout, on a des délais prévus pour la déclassification automatique qui sont très longs. Ils parlent de 50 ans plus 15 et 40 pour les très secrets. Pour les secrets, 40 plus 10. Alors ça, évidemment, on essayera aussi de les raccourcir parce qu'on est au début de la tramitation de cette avant-projet de loi. Et je vais faire très vite avec la loi sur la mémoire démocratique, qui était une autre chose et qui a finalement été approuvée par les congrès des députés en juillet. Il est passé au Sénat, maintenant il se trouve au Sénat. Alors ça, apparemment, ça avance. Dans ces lois, on a établi un accès libre, universel et sans restriction aux archives. Et ça, c'est quelque chose, on verra si on peut l'appliquer ou pas, mais quand même, on a ça. Et on a aussi une mention très spécifique pour les droits des victimes de consulter toutes les informations contenues dans les documents qui accréditent ou peuvent accréditer leur statut de victime, en pouvant également consulter les données personnelles des tiers qui peuvent figurer dans ces documents. Et ça, c'est très important parce qu'il y a les secrets défense, mais il y a aussi tous ces problèmes qu'on a avec les données personnelles. Les données personnelles, ils ont un traitement très concret quand il y a des données très sensibles. On est d'accord avec ça, mais on ne peut pas traiter les documents des prisonniers, des représailles à l'époque de Franco, et avec les mêmes idées qu'on peut traiter ça maintenant dans une démocratie. Et là, c'était vraiment l'objectif de l'association, c'était de convaincre les politiciens qu'il faut faire un régime d'accès différent pour ces documents très spécifiques, et pas seulement pour les victimes, mais aussi pour les chercheurs. Alors, pardon, là, excusez-moi de vous interrompre, mais oui, il faut vraiment conclure. Je vais finir avec ça. Ce projet de loi, c'est très intéressant parce qu'il a fait une défense très claire de quel est le travail des historiens et des historiennes, et quelle est l'importance du débat chez la société, et cette idée de pouvoir avoir un accès différent, même s'il n'est pas complètement clair qu'on va avoir un accès spécifique pour ces documents. Et avec ça, j'espère que vous avez compris quelque chose, et sinon, on peut après. Merci, désolé. Merci infiniment, et parce que ces deux lois, j'en ai lu une partie, sont extrêmement complexes et elles sont un enjeu fondamental pour la démocratie en Espagne. Et je trouve que c'est un exemple qui est extrêmement intéressant et éclairant par contraste avec ce qui se passe en France, dans un pays démocratique, et je trouve que la comparaison était vraiment extrêmement intéressante. Voilà, je passe la parole à Maître Pinatel.
Oui, bonjour. Alors, écoutez, moi, je suis juriste. Alors, comme tous les juristes, j'aime les plans en deux parties et les catégories. Et donc, quand il s'agit de réfléchir au secret, j'ai deux catégories qui me viennent immédiatement en tête. La première catégorie, c'est ce que j'appelle les secrets officiels. C'est ceux dont on a globalement parlé depuis ce matin. C'est-à-dire ceux qui font l'objet d'une déclaration, tout simplement parce qu'ils s'attachent à des documents qui sont des documents classifiés. Le secret est avoué à ce moment-là. Il dispose d'un statut juridique. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé ce matin, notamment avec l'intervention de Mme Borrell, c'est de voir combien les avocats, les juristes, sont placés vis-à-vis de ces archives classifiées dans la même situation que les historiens. C'est-à-dire que ce sont les mêmes dispositions qui nous sont applicables, même dispositions du Code pénal et même dispositions du Code du patrimoine. Et il nous arrive de manière extrêmement régulière d'être confrontés à cette question du secret dans un dossier. Moi, j'ai notamment énormément travaillé au moment de l'état d'urgence terroriste, puisque j'étais l'avocat de permanence au Conseil d'État sur ces questions-là. J'ai découvert un document extraordinaire qui s'appelle la note blanche. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une note blanche, mais c'est un petit document qui n'est ni daté ni signé, qui relate un certain nombre d'informations sans dévoiler ses sources, puisque toutes les sources sont classifiées. Et donc à ce moment-là, le justiciable se retrouve dans une situation extrêmement compliquée, qui est de faire la preuve de la fausseté de la note blanche alors qu'il n'a pas accès à l'information. Bon. Ça, c'est le statut du secret officiel. Ce statut du secret officiel, on peut le contester, on peut considérer qu'il est excessif, et il y a effectivement, notamment dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, une tendance très très profonde à privilégier le secret défense sur l'accès aux archives, alors que les deux droits sont des droits fondamentaux, mais voilà, et des enjeux de sécurité et le statut particulier du secret défense qui est considéré par le Conseil constitutionnel comme étant nécessaire à la sauvegarde de la nation, explique qu'en général, dans la balance des intérêts, c'est souvent le secret défense qui l'emporte. Il n'empêche que ce secret-là est un secret officiel qui dispose d'un cadre juridique et qui ouvre des voies de droit. Et je trouve notamment que l'affaire de l'IJ 1300, comme l'affaire qui nous a été confirmée ce matin de l'ouverture des archives présidentielles sur le Rwanda, sont assez rassurantes de ce point de vue-là. Il y a un accès au juge qui est possible dès lors que la loi n'est pas respectée. À ce moment-là, le juge administratif fait son travail et donc il ouvre une archive qui devrait être ouverte. Alors il peut y avoir des résistances, on peut trouver que c'est long, pas très efficace, mais ça finit par marcher. À cet égard d'ailleurs, je vous appelle, vous historiens, à une extrême prudence en ce qui concerne les déclarations présidentielles qui sont relatives à l'ouverture des archives. Je rappelle que la parole du président de la République n'a aucune valeur juridique, qu'en ce domaine, la seule autorité compétente, c'est le pouvoir législatif, et que la séparation des pouvoirs en France veut que l'exécutif ne peut pas défaire ce que le législateur a fait. Et donc, lorsque le président de la République affirme qu'il va ouvrir des archives, eh bien, s'il ne le fait pas, il n'y a aucun moyen de sanctionner cette parole. Donc, sachez-le. Mais ça, c'est le premier secret, le secret officiel. Il y a des secrets plus pervers et beaucoup plus compliqués. Et l'affaire de Mme Borrell, l'affaire de M. Ben Barka, je trouve, sont assez emblématiques, même si moi j'en connais une autre qui est encore plus emblématique, je trouve, qui est celle du massacre de Tiaroy. Ce sont les secrets cachés. C'est quoi les secrets cachés? C'est ceux qui ne disposent même pas de ce cadre juridique qui est celui de la classification. L'archive est disponible, elle est juridiquement disponible, c'est-à-dire qu'on peut y avoir accès, mais il se trouve qu'on n'y a pas accès. Matériellement, on n'y a pas accès. Et on n'y a pas accès, pourquoi? Eh bien parce qu'on nous dit que l'archive n'existe pas ou qu'elle n'existe plus. Et alors à ce moment-là, ça devient extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué pour le juriste, pour l'avocat. Alors, effectivement, en ce qui me concerne, pour moi, le dossier qui est emblématique de ça, c'est le dossier du massacre de Tiaroy, qui a été rappelé tout à l'heure. Donc, je vous rappelle ces tirailleurs sénégalais qui sont venus en territoire métropolitain pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été arrêtés par les Allemands, ont été emprisonnés, puis finalement libérés, rapatriés en novembre 1944 au Sénégal, qui réclament le paiement de leurs soldes et de leurs indemnités de captivité, et dont on considère que la demande est très illégitime. Les choses dégénèrent, les forces françaises
ouvre le feu contre ces tirailleurs sénégalais qui sont donc massacrés. Alors aujourd'hui, la réalité historique des événements de Thiaroye n'est plus contestée. Elle a même fait l'objet d'une reconnaissance par le président de la République, François Hollande, qui n'a jamais parlé de massacre, d'ailleurs, qui a utilisé cette formule que vous connaissez bien, ce qui s'est passé ici. Donc, ce qui s'est passé là-bas a été reconnu, mais il reste un enjeu historique majeur, qui est d'ailleurs un enjeu historique classique. Vous le connaissez dans le cadre des massacres de Sétif, vous le connaissez dans le cadre du massacre du 17 octobre 61, c'est celui du nombre de victimes. D'ailleurs, c'est tout à fait symptomatique de la manière dont on résout ces questions mémorielles en France, c'est-à-dire qu'on accepte de reconnaître l'événement, on minimise toujours un peu le nombre de victimes, comme si, d'une certaine manière, ça rattrapait la honte que constitue le massacre. Alors, pour pouvoir établir le nombre de massacres, il faut avoir accès aux archives. Ça paraît évident. Or, les archives de Thiaroye, elles présentent cette particularité qu'elles ont été détenues pendant très très longtemps par les forces françaises au Sénégal, donc à Dakar, forces françaises au Sénégal qui ont été dissoutes en 2011. Quand les forces françaises au Sénégal ont été dissoutes en 2011, la logique institutionnelle veut que ces archives aient été rapatriées en France au service historique de la défense, puisque c'est comme ça que ça s'est passé dans tous les pays d'Afrique occidentale, donc il n'y avait pas de raison que ça ne se passe pas. Plusieurs historiens, dont Amel Mabon, avec qui je travaille sur ce dossier depuis maintenant plusieurs années, on peut le dire comme ça, a donc demandé à Florence Parly, ministre des Armées à l'époque, la communication des archives qui étaient dans le fond des forces françaises au Sénégal, et à défaut de les communiquer, que lui soit indiqué le lieu de leur localisation. Il n'y a pas eu de réponse. Elle a donc saisi la CADA, parce qu'Armel Mabon, elle connaît bien son code administratif, donc elle a saisi la CADA. La CADA a dit oui, il n'y a absolument aucun problème, ce sont des documents qui sont tout à fait communicables, qui ne sont couverts par aucun secret, et donc la CADA autorise la communication des documents, c'est-à-dire en fait fait injonction au ministère des Armées de les communiquer. Et là, extraordinaire, le service historique de la Défense explique que les archives n'existent pas et qu'ils ne savent pas où elles se trouvent. C'est-à-dire que là, on est confronté à une situation où, bien évidemment, ces archives existent. Et d'ailleurs, on a une quantité d'indices. Alors, je ne suis pas historien, mais je fais confiance aux historiens sur cette question. Il y a une quantité d'indices, je dirais graves et concordants, pour reprendre un langage de juge d'instruction, qui permettent de considérer que ces archives existent, qu'elles sont sur le sol français. Certaines déclarations, notamment de Jean-Yves Le Drian, lorsqu'il était ministre des Armées, tendent à l'accréditer. Il se trouve simplement que, pour le juriste, pour l'avocat à ce moment-là, on rentre dans un système qui est un système diabolique. Et pourquoi c'est un système diabolique ? Parce que c'est un système qui repose entièrement sur la preuve. On a un principe en droit qui est assez simple, c'est celui qui demande qui doit prouver. C'est-à-dire que je me retrouve dans une situation où je dois prouver que les archives existent alors que je ne les connais pas, que je ne sais pas où elles sont et que précisément j'en demande la communication. Donc c'est une preuve impossible. Et notre action devant le tribunal administratif a fait l'objet d'un rejet qui était assez évident, qui est qu'à partir de l'instant où on ne peut pas apporter la preuve de l'existence des archives, le juge administratif ne peut pas en ordonner la communication. On a saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État n'a même pas examiné notre pourvoi, plutôt l'a déclaré non admis, pour une raison d'ailleurs assez simple, qui est que le Conseil d'État ne s'occupe que de la légalité, c'est sa mission, il ne s'occupe pas des faits, il ne s'occupe notamment pas de l'appréciation des preuves, et que donc notre recours, il était évidemment voué au rejet. Donc aujourd'hui, nous nous tournons vers la Cour européenne des droits de l'homme, sur la base d'un principe qui est finalement assez simple, qui est le libre accès aux archives combiné avec le droit au procès équitable. La Cour européenne des droits de l'homme, au même titre d'ailleurs que le Conseil constitutionnel français, fait de l'accès aux archives un droit fondamental qui est fondé dans la Convention européenne des droits de l'homme sur l'article 10, c'est-à-dire la liberté d'expression. Parallèlement, nous disposons d'un arsenal juridique qui s'appelle le droit au procès équitable, qui fait l'objet d'une jurisprudence extrêmement touffue de la part de la Cour européenne des droits de l'homme, et dont l'une des composantes est l'interdiction de la preuve impossible. Autrement dit, on ne peut jamais demander à un requérant d'apporter une preuve qu'il ne peut pas matériellement rapporter. Nous espérons donc que dans la combinaison de ces deux règles, nous allons pouvoir
eh bien, faire en sorte que la France soit condamnée et que dans ces hypothèses d'archives prétendument perdues, égarées, il revienne au ministère d'apporter la preuve que lui seul peut apporter, qu'effectivement, il n'y a rien dans ces fonds, ce qui pourrait conduire notamment le juge, lorsqu'il est saisi, à ordonner une mesure d'instruction visant à vérifier qu'effectivement, le fonds est vide. Voilà. Merci infiniment parce que du coup, votre exemple et votre démonstration recoupent toutes les questions précédentes, à la fois juridiques et politiques. Je vais donner la parole à Madame la sénatrice Nathalie Goulet, qui va donc intervenir pour conclure et en même temps réfléchir sur l'ensemble des enjeux qui viennent d'être abordés. Bien, merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier les organisateurs, remercier mes collègues de m'avoir associé à cette manifestation, dont on comprend bien que les archives, ce n'est pas technique. Les archives, c'est politique. Je voulais remercier les intervenants qui viennent des pays voisins, Espagne et Portugal, notamment de leur pratique du français tout à fait remarquable. Et vraiment, je crois qu'on serait les uns et les autres incapables de s'exprimer en portugais ou en espagnol sur les mêmes sujets. Donc merci infiniment, c'était très clair. Et merci aussi d'avoir ouvert ce sujet à une question européenne. Alors, comme disait Robert Badinter, les notables vieillissants parlent de leurs souvenirs dans leurs discours. C'est pas bon, c'est ce qui finit par m'arriver. Parce que un de mes premiers contacts avec les archives, ça a été la loi de 2008. Non pas parce que je m'intéressais aux archives, mais parce que j'étais de permanence. Et un beau soir de janvier, bon, il n'y a pas grand monde dans l'hémicycle, surtout en 2008 où il n'y avait aucune présence obligatoire, mais moi j'étais de permanence. Et alors on parle d'archives et tout ça, et intéressant. Enfin, et alors un soir, donc le soir, 23h ou 22h30, on voit arriver Robert Badinter en séance. Et on se dit, si Robert Badinter arrive, il va sûrement se passer quelque chose, c'est que c'est important. Et là, il nous a raconté une histoire absolument extraordinaire, puisqu'il revenait... je fais une petite digression, mais ça vous permettra d'arriver. Parce que ça, c'est quand même exceptionnel, puisqu'on parle de mémoire, hein, donc ça, c'est... Voilà. Il revenait il nous a raconté qu'en rentrant d'un congrès de ministres de la Justice européen à Vienne, son collègue autrichien lui avait dit que Freud avait écrit à Landru. Et évidemment, très, très émoustillé, Robert Badinter arrive et demande au service de la chancellerie de lui ramener les archives du procès Landru. Bien. Sauf que personne ne savait où étaient les archives du procès Landru. Et d'ailleurs, personne ne savait où étaient les archives du tribunal de la Seine à l'époque. Donc, je vous raconte ça rapidement. Donc, finalement, Robert Badinter appelle tous les services. Et c'est de ce jour qu'ont été réorganisés les services des archives du tribunal de la Seine, qui est ensuite devenu le tribunal de grande instance de Paris, etc. Et on lui a un beau jour ramené les archives du procès Landru dans un carton à chapeau. Ça ne s'invente pas, c'est la réalité. Et donc, voilà, ça a été un contact important. Et pour moi, déterminant... D'abord parce que c'est Badinter, ensuite parce que c'est l'histoire, ensuite parce que c'est passé ici, et parce que j'étais témoin. Et donc, je reprends ce que vous avez les uns et les autres dit ce matin, c'est qu'on peut être acteur de notre histoire et de nos archives, et pas seulement passif dans ces opérations. Et face à une mémoire de poisson rouge, puisque vous voyez bien que une information chasse l'autre, qu'on est dans une période d'extrême complotiste, dans une période de négationnisme, dans une période où chacun doute de tout, les historiens et les archives deviennent absolument essentiels. Et vous l'avez dit les uns et les autres à votre façon. Et de façon politique, ces archives sont un élément déterminant. Parce que comme plus personne ne croit plus personne, il ne restera finalement que la réalité des faits. Vous avez dit actoring cubit probatio, mais là, je crois que les faits sont têtus et qu'il est évident. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir associer des générations plus jeunes et plus intéressées et de montrer à quel point ces archives sont politiques pour vous, monsieur de Barca, et pour les pays qui ont connu des dictatures, somme toute récentes, mais qui vont l'être encore plus dans les années qui viennent, ne serait-ce que pour le conflit en Ukraine, dont un jour ou l'autre, il sera quand même très, très intéressant de pouvoir décortiquer les tenants et les aboutissants des influences qui sont arrivées pour ce conflit dramatique. Donc,
moi, je crois que là, on ne replace pas l'église au cœur du village, mais on replace les archives au cœur de la mémoire et la politique au cœur de la mémoire. Et ce que vous faites dans cette maison aujourd'hui, grâce aux organisateurs et à nos collègues, c'est de nous faire une piqûre de rappel. Parce qu'on a aussi des archives parlementaires. C'est aussi très important, et ce que j'ai raconté sur l'intervention de Robert Badinter, c'est aussi des archives parlementaires. Nous travaillons les uns ou les autres, et moi j'avais les archives de mon mari. Les notables vieillissants parlent de leur histoire dans leur discours. C'est que mon mari a été un des premiers parlementaires à travailler avec l'autorité palestinienne, et un beau jour, je me suis retrouvée avec des caisses d'archives dont personne ne voulait, que j'ai finalement amené au musée de Yasser Arafat à Ramallah. Donc vous voyez, on a tous ces éléments-là qui forment finalement une chaîne extrêmement cohérente et extrêmement importante. Et moi, je crois que ce colloque, pour moi, est non pas un aboutissement, mais en fait un départ. Il est un départ pour faire réfléchir. Vous avez parlé tout à l'heure du secret défense. On a quand même la délégation au renseignement, qui a quand même été un progrès sensible pour la participation du législateur. Vous avez bien fait de rappeler que la parole présidentielle ne faisait pas la loi, quoique depuis quelques années, on se pose la question, puisque d'abord on décide, et puis finalement le législateur arrive derrière. Hein. Donc c'est assez désagréable. C'est arrivé, ça a commencé avec Nicolas Sarkozy, ça s'est aggravé depuis. Où le président décide et nous on suit. Alors c'est pour les matières fiscales et pour le reste, et c'est pas toujours sympathique pour cette maison. Donc moi je crois qu'on a tout intérêt à continuer à travailler ensemble sur les archives, sur les secrets. Et je voudrais juste terminer, parce que je présume que c'est la raison pour laquelle mon ami Pierre m'a coopté dans cette manifestation absolument passionnante. Les notables vieillissants parlent de leur histoire personnelle dans leur discours. C'est que vous avez dit qu'il ne faut rien jeter. Il ne faut surtout pas jeter les papiers. Donc moi, j'ai retrouvé... je n'ai pas retrouvé, d'ailleurs, parce que ce n'était pas perdu dans les archives de ma mère, des documents de spoliation de 1942, donc du 24 avril 42, du 25 juin 42, d'un pauvre petit magasin de chapeaux, n'est-ce pas, où un commissaire-priseur fait très très clairement la liste de ce qu'il allait transmettre aux autorités allemandes. Et puis là, évidemment, les spoliations aussi. Donc, quand l'histoire personnelle, M. Benbarka, rejoint la grande histoire, je crois qu'on travaille dans l'intérêt général et c'est ce qu'on essaye de faire ici. Je vous remercie. Alors, on va donc laisser la parole à la salle pour les questions. Juste une petite remarque au passage. Enfin, je vous remercie beaucoup pour ce que vous venez de dire. Juste une petite remarque, pour croiser la question du nombre des victimes et de la façon dont les victimes, le fait de tenter de diminuer le nombre, ça fait écho pour moi à une chose, un événement beaucoup plus ancien, mais dont la mémoire... Alors, les archives sont accessibles, mais la mémoire est toujours un enjeu, je dirais, de refoulement en partiel en France, la mémoire de la Commune de Paris. Donc précisément, tout un enjeu récent, c'est de la part de certains historiens de diminuer, de montrer qu'en fait, le nombre des victimes n'a pas été si grand. Et pour, en fin de compte, montrer que peut-être l'événement n'a pas été aussi considérable qu'il a été dit. Et c'est un objet de débat à la fois historiographique, mémoriel, etc. Oui, en effet. Et je croise autrement la question la question de la guerre d'Espagne. Jamais, a priori, sauf cas très particuliers, mais les fosses communes où les fusillés de la commune ont été placés n'ont été ouvertes. Et elles sont dans les squares de Paris. Voilà, je croise là volontairement avec une histoire qui a plus d'un siècle et dont on a célébré il n'y a pas longtemps l'anniversaire, des questions très, très actuelles. Voilà, la parole est à la salle. Jean Mendelssohn, ancien directeur des archives diplomatiques. Je voudrais, on parle d'ici et d'ailleurs, montrer, ce sont les deux sujets des deux tables rondes de ce matin,
donner 2 exemples très brefs de ce que j'ai pu vivre dans ma période sur la frilosité, pour être courtois, de certaines pratiques par rapport à d'autres pays. Le Royaume-Uni a publié à 2 reprises au cours de cette période des archives considérables, un sur la chute du mur de Berlin et l'autre sur, alors vous êtes assis, la demande de Guy Mollet de la France d'adhérer au Royaume-Uni en 1956. Voilà, c'est exact, c'est effectivement des archives britanniques qui ont été publiées dans les 2 cas. Ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. C'est très intéressant parce que nous, dans un cas, on a dû réagir en urgence, on était en plein déménagement d'archives, on n'a pas pu véritablement faire le travail, mais je me suis rendu compte à quel point il était difficile face à des gens qui travaillaient dans un but précis, le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. On publiait une image qui montrait que Mitterrand était, et la France était tout frein debout sur la réunification allemande. Alors on a dû en urgence regarder nos propres archives et on a vu le contraire. C'est-à-dire qu'en fait c'est plutôt Thatcher qui était en urgence. Et y compris sur les mêmes événements qui étaient vus par les archivistes, par les preneurs de notes britanniques et les preneurs de notes français. Ils racontaient des choses opposées les unes aux autres, complètement contradictoires. Mitterrand apparaissait dans un dîner en tête-à-tête avec Thatcher, tout ça a été publié depuis, comme étant quelqu'un de très prudent, mais Thatcher, elle, parlait de l'Anschluss d'Helmut Kohl, je cite. Donc c'est vraiment, on se rendait compte que ce n'est pas du tout, contrairement à l'image qui a été donnée par les archives britanniques, qui n'est pas une image fausse, qui est seulement une image partielle. Mitterrand est beaucoup moins l'homme qui freinait que Thatcher était la femme qui freinait. C'est le premier exemple. Deuxième exemple qui est quasiment comique, parce qu'on n'a rien retrouvé sur ce qui existe véritablement dans les archives britanniques, c'est-à-dire des débats au Conseil des ministres et jusque chez la Reine, autant que je me rappelle, pour discuter de la demande de la France d'adhésion éventuellement au Royaume-Uni et sinon au Commonwealth. La leçon qu'on en a tirée, c'est que c'était une boutade de Guy Mollet qui avait été prise au sérieux par Anthony Eden. Bon, est-ce vrai, est-ce faux? On n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que on n'a retrouvé aucun élément dans aucune archive, et on a cherché longtemps dans les papiers privés de Christian Pinault, dans les papiers de la présidence, dans les papiers du secrétaire général du Quai d'Orsay, enfin, quelque chose dans l'ambassade de France à Londres. Il n'est pas possible qu'une proposition comme ça n'ait pas été faite, au moins en prévenant René Coty, par exemple. Donc, ce qu'on en a conclu, c'est qu'une boutade avait été prise au sérieux. Donc, alors là, c'est le fonctionnement des archives britanniques par rapport à nous qui ne prenons pas de notes, parce qu'il y aurait eu quelqu'un qui prenait des notes avec Guy Mollet, cette affaire-là aurait été réduite à ce qu'elle est, c'est-à-dire une petite blague. Je donne ces 2 exemples parce que ça montre bien à quel point il y a une crainte, je trouve, un risque avec la loi PATR, PATR, qui ne prend pas en compte le fait que notre diplomatie peut être vue essentiellement, si on est appliqué très strict, par le regard des autres, par le regard des autres diplomaties. Si nous freinons trop l'accès à nos archives, notre diplomatie sera vue à travers ce qu'en disent les collègues espagnols, marocains, français, portugais, britanniques et autres. Et ce n'est pas toujours évident. Ça n'est pas de la diplomatie ouverte dont je parle. C'est vraiment de l'ouverture des archives, pas vraiment diplomatique parce que celles-là, elles sont plutôt assez accessibles, mais de tout ce qui est à côté, présidence de la République, la défense, etc. Je vous remercie. Oui, ma question s'adresse à M. Pinatel. Sur 2 petites choses. La Cour européenne peut-elle vraiment agir sur la France au niveau des questions de défense, même si vous avez dit qu'il y a l'histoire du procès équitable, sachant que ça concerne la défense, le pays a toute souveraineté, est-ce qu'elle pourra vraiment faire quelque chose, condamner la France sur une histoire comme ça? La question du contrôle qui est exercé par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un contrôle qu'on appelle le contrôle de proportionnalité. C'est-à-dire que le secret défense fait partie de ce contrôle de proportionnalité. En fait, ce que va regarder la Cour européenne des droits de l'homme, c'est si, dans ce cadre-là, qui est le cadre de la preuve impossible, parce que le fondement, c'est quand même qu'on nous réclame une preuve qu'on ne peut pas apporter. Si le secret défense est de nature à justifier ou pas une telle atteinte au droit à un procès équitable. Mais elle l'a fait déjà dans plusieurs affaires, la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que dans plusieurs affaires, elle a fait privilégier le droit à un procès équitable au secret défense d'un certain nombre d'États. Vous avez un exemple? Oui, on a un arrêt tchèque notamment qui est assez célèbre.
pensais à la France, pardon. Vous avez un exemple en France? Non, en France, non. La deuxième petite question, vous avez dit il y a 2 catégories, officielles, secrets et non officielles. Toutefois, est-ce qu'elles ne se mélangent pas, sachant que si on nous dit il n'y a pas d'archives, on n'a aucun moyen de vérifier. Et si on nous dit, tenez, on vous donne telle archive, il peut en rester d'autres, et qu'on nous dise il n'en reste pas d'autres, on ne peut pas vérifier non plus. Oui, mais oui, vous avez raison, mais c'est pour ça que je disais je suis juriste et j'aime les catégories, c'est-à-dire que les catégories, elles sont glissantes et on se rend bien compte. Enfin, Tiaroy, c'est un peu caricatural, hein, puisque l'archive est juridiquement disponible. Donc, juridiquement disponible, ça veut dire que normalement, on ne devrait pas avoir de limite à son accès. Son accès devrait être total. Et donc, on nous dit l'archive n'existe pas. Bon, dans les affaires là qui vous ont été restituées ce matin, c'est-à-dire l'affaire Borel ou l'affaire Ben Barka, évidemment, les catégories sont plus glissantes. On sait bien et on sent bien que le secret, il peut être un secret à la fois officiel et caché, et tout ça se mélange. Il n'empêche que dès lors qu'un document est classifié, et ça c'est quand même très important pour le juriste, c'est que dès lors qu'un document est classifié, il rentre dans une catégorie juridique. Il dispose d'un cadre juridique et le justiciable, historien ou d'ailleurs toute personne qui aurait un intérêt à agir, dispose d'un recours. Le recours peut ne pas marcher, mais il dispose d'une voie de droit. Lorsque le secret est entièrement caché, ce qui est le cas par exemple dans l'affaire des archives de Tiaroy, là, la voie de droit devient fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cadre juridique. Est-ce qu'il n'y a pas une régression? Parce que Maître Maurice m'avait dit qu'avant, il y avait une sorte d'inventaire des pièces classifiées, et qu'aujourd'hui, il n'y avait plus du tout d'inventaire. Tout à fait. Donc on est en pleine régression. Oui, Merci. on peut le dire comme ça. Un commentaire pour Fernanda Rollo. Je pense que ce serait très intéressant que le collectif Secret Défense puisse travailler avec vous et élargir la vision nationale. Je pense que ce serait une très bonne idée. Un commentaire pour M. Pinatel. Dans le cas du Rwanda, les interventions françaises au Rwanda, c'est un exemple très utile pour éclairer la politique française parce qu'il y a une masse gigantesque de documents qui font partie du secret défense formel, mais la quantité informelle dont vous parlez, qui s'encadre du juridique, est aussi grande et plus importante dans le cas du Rwanda. Les vrais sujets politiques, ils sont dans cette zone qui n'est pas dans le droit formel. Et on peut en discuter, c'est celle-là sur laquelle il faut avoir d'autres sources. Et pour Elisa Avilés-Betegon, je voudrais comprendre, quand on dit qu'il faut démontrer que des archives sont vraiment importantes pour le secret, est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce qu'on dit qui doit prouver à qui et comment en pratique? Ça, c'est écrit comme ça dans la loi de transparence, mais donné qu'on ne pouvait pas l'utiliser parce qu'il y avait un régime spécifique dans la loi des secrets officiels, alors là, c'est écrit et ça y est. On l'utilise, on fait ça pour les données personnelles, par exemple. Là, il y a, mais seulement pour les données personnelles qui sont seulement identificatives, pas pour les données personnelles qui sont très sensibles. Et alors là, je sais que ce n'est pas votre question, mais pour nous, c'est très important. Si on veut accéder, si on veut étudier la répression de Franco, alors là, évidemment, dans les dossiers, il y a de l'information très sensible, parce qu'il y a s'il était communiste ou pas, s'il était dans les syndicats, je ne sais pas quoi, et la religion et tout ça. Alors, si on traite tout ça comme s'il était des données personnelles des personnes dans une démocratie, on ne peut pas étudier la répression, on peut savoir rien. Mais on ne l'a pas utilisé pour le secret officiel. C'est pour ça on croyait que peut-être dans les nouveaux projets de loi de secret officiel, il allait faire il allait dire qu'il faut utiliser la procédure de l'article 14 de la loi de transparence. Mais ça, ce n'est pas comme ça. Merci. Monsieur Ben Barka. Je reviens sur ce qu'a dit Maître Pinatel. Quand vous avez parlé du cadre juridique d'archives existantes et classifiées, dans notre cas, le juge d'instruction est en possession de documents, mais qui sont classifiés secret défense, auxquels qu'il ne peut pas utiliser, qu'il ne peut même pas lire en principe. Mais et dans ce cas-là, nous n'avons aucun recours. Le seul recours que nous avons, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le recours discrétionnaire de la voie politique, de l'exécutif. Le ministre de la Défense peut lever le secret défense, le président de la République peut lever le secret défense, je dirais hors de tout cadre juridique.
Mais quand je parle de cadre juridique, ce que je veux dire, c'est que la pièce, on sait qu'elle est couverte par le secret. Je ne dis pas que c'est bien qu'elle soit couverte par le secret, je dis qu'on le sait. Et qu'effectivement, la pièce, elle fait partie du dossier, le juge y a accès, les parties n'y ont pas accès, et c'est un scandale au regard des droits de la défense, la question ne se pose pas. Mais si jamais il y a la rétention d'une pièce qui n'est pas classifiée, et qu'on sait que cette pièce existe, ce cadre juridique permet d'agir. Bon. Ce qui est une problématique qui est finalement différente de la pièce qui n'est même pas classifiée, mais qu'on dérobe au regard du justiciable, de l'historien, parce qu'on ne veut pas la donner et qu'on ne peut rien faire. C'est-à-dire, je ne dis pas que ce cadre juridique est un cadre juridique adéquat, je dis qu'il a le mérite d'exister et que le secret, dans ces cas-là, a le mérite d'être officiel. Au moins, les choses sont claires. Voilà. Des pièces qui existent et qui sont en possession du juge, le juge ne peut pas les exploiter. Non, bien sûr. Alors, et nous n'avons aucun recours. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Et là aussi, par exemple, il s'est avéré qu'en 1981, sur ordre de Bourrois Premier ministre, la DGSE était censée donner le dossier Ben Barka au juge. Donc le juge a reçu un certain nombre de cartons, mais la DGSE a décidé que les 2 tiers de ces cartons restaient couverts par le secret défense. Donc ils ont transgressé l'ordre de l'exécutif. Il a fallu 20 ans pour qu'on lève le secret défense sur ces pièces. Et comme l'a dit tout à l'heure François Garner, les pièces, le contenu des pièces ne justifiait en rien du tout le fait qu'elles soient restées sur le secret défense. Et plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait encore d'autres documents qui étaient restés à la DGSE, qui n'ont jamais été fournis au juge. Le juge a pu, dans une perquisition, récupérer 400 pages, alors que lui, il en voulait beaucoup plus, mais c'est le président de la commission secrète de défense nationale qui était présent, qui a décidé que c'était seulement 400 pages, mais la commission, dans sa réunion plénière, a décidé de maintenir le secret défense contre l'avis de son président. Non, mais je suis absolument d'accord avec vous, mais c'est pas ce que je dis. En tout cas, c'est vrai que l'énorme problème, la limite du système actuel, c'est l'absence de contrôle. Je crois que quelqu'un l'a dit ce matin, mais c'est l'absence de contrôle du Conseil d'État sur la notion même de classification. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que la classification, elle est discrétionnaire. Autrement dit, on décide à un moment donné de soumettre la pièce au secret et il n'y a aucun contrôle qui est effectué par aucun juge sur la pertinence ou pas de la classification. Et c'est là où le bât blesse, et c'est là où d'ailleurs le législateur, à mon avis, devrait intervenir. Mais ce que je veux dire, c'est que dès lors que la pièce est soumise au secret, c'est-à-dire que dès lors que ce pouvoir discrétionnaire c'est mis en place, à ce moment-là, il y a un cadre juridique, et celui du Code du patrimoine, qui va jouer avec un certain nombre de délais, donc, qui sont aussi des délais glissants, qui ne sont pas acceptables, etc. Mais ce cadre juridique va jouer. Il y a aussi des situations, je les trouve pires, dans lesquelles il n'y a plus aucun cadre juridique, parce qu'on est dans le mensonge d'État, en réalité. Merci beaucoup pour ce dialogue extrêmement important. Juste une remarque très courte, c'est que du coup, le recours, qu'est-ce que c'est sinon la démocratie ? C'est-à-dire le débat public et l'intervention des citoyens pour, comme ultime et fondamental recours. Une dernière question, parce que nous sommes vraiment pris par le temps. Donc c'est Armel Mabon qui travaille maintenant depuis plusieurs années avec Maître Pinatel. Donc c'est vrai que, heureusement que j'ai su bien après que ce que j'avais fait auprès du tribunal administratif ne servait à rien, mais qu'il fallait quand même que je le fasse pour aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Mais c'est parfois très difficile pour les historiens de mener ce genre de combat. Mais il faut juste, et je remercie Maître Pinatel d'avoir su m'accompagner dans cette recherche d'archives, et je pense qu'un jour on y arrivera. Voilà, merci. Voilà.